Hey. Oula, il était bizarre celui. On recommence. Hey, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un mini bilan lecture, puisque au mois de mars, j'ai lu un livre et j'en ai écouté un autre. Mais j'ai une explication à tout ça. C'est que le livre que j'ai lu, comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, il s'agit de L'Empire du Vampire de J. Christophe, aka La Bricasse des vampires. Il y a 900. À chaque fois je regarde dans chaque vidéo combien il y a de pages et à chaque fois j'oublie. C'est merveilleux. Il y a à peu près 950 pages. Et c'est pas écrit en gros, c'est pas écrit en minuscule non plus, mais voilà, on va dire que ça équivaut à 2 ou 3 livres. On va dire comme ça. Alors, attendez, je vais enlever la jaquette parce qu'elle m'embête un petit peu. L'Empire du Vampire est un premier tome. Le deuxième, L'Empire des Damnés, est paru il n'y a pas très longtemps, en février, il me semble, il y a un ou 2 mois. Je crois que c'est une trilogie, peut-être plus, je ne sais pas, là j'avoue, je botte un peu en touche. Ici, nous allons suivre Gabriel de Léon, qui fait partie d'une confrérie qui tue les sang-froids, aka les vampires, aka les zombies vampires comme je les appelle, parce que dans ce monde, les sang-froids, aka les vampires, peuvent créer d'autres, enfin quand ils les mordent, ils peuvent soit créer des êtres comme eux, les sang-froids, c'est-à-dire ceux qui ont peu de jote, ou soit ils vont créer, alors ce que appelle Gabriel les crevards, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le livre, et ce sont un peu des vampires mais en mode zombie. En gros, c'est voilà, ils obéissent au sang-froid et ils attaquent quoi. Tout ce qu'ils veulent c'est bouffer, ils ne réfléchissent pas forcément comme tout le monde. Ils sont quel est le mot? Ils sont dominés par leur instinct. Donc ils ne réfléchissent plus, ils ont oublié leur vie d'avant. Ils bouffent tout ce qui passe. Et en plus, si ça ne suffisait pas, il y a plusieurs années de cela, une vingtaine d'années de cela, le soleil a disparu. Ça veut dire que là c'est une nuit quasiment éternelle. Je crois qu'il y a quelque chose devant le soleil. Enfin, je ne sais plus. Disons que l'univers est assez ample, donc je n'ai pas forcément tout retenu, mais en tout cas, il fait nuit quasiment tout le temps. Quand il fait jour, en fait, il fait nuit. Enfin, bref, vous m'avez compris. Je ne sais pas si j'ai aimé ce livre ou non. Je n'arrive pas à me décider. Je ne sais pas. Je suis assez indécise. Pour tout vous dire, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée et en même temps, ça fait un peu l'originalité du livre. Ici, c'est un peu comme Entretien avec un vampire. Au début de l'histoire, Gabriel est prisonnier des sang-froids. Il va se faire quick. Voilà, parce qu'en plus, apparemment, il aurait buté le roi, voilà, le chef de tout le monde. Et il s'est fait capturer. Et là, un chroniqueur, je ne sais plus comment ça s'appelle, quelqu'un vient le voir pour écouter son histoire et chroniquer son histoire. Donc ça fait voilà, un peu entretien avec un vampire, sauf que cette fois-ci ce n'est pas un vampire. Enfin, vous verrez, Gabriel est quand même un petit peu spécial. Et du coup, Gabriel va nous raconter son histoire depuis le début, depuis son enfance. Et au lieu que ce soit linéaire, il va passer un peu de l'un à l'autre. À des moments, on va être dans l'histoire quand il a 15 ans. À d'autres moments, on va passer quand il a 32 ans. Puis on va revenir quand il a 18 ans. Voilà, on va faire que des allers-retours. Donc c'est un petit peu perturbant quand on n'est pas habitué. Et ça peut être très frustrant parce que parfois il y a des événements à une certaine période qui nous intéressent vraiment. Et d'un coup, coupure, on passe à avant ou à après. C'est un rien frustrant. Après, comme d'habitude, la plume de J. Christophe est magnifique. C'est très verbeux, il est très dans le descriptif. Donc, moi, ça me plaît pas forcément. Du coup, je saute ces passages. Parce que, de toute façon, je m'en moque un petit peu de savoir comment est le bâtiment ou comment est la ville, pour tout vous dire. Mais il a toujours un talent pour les dialogues,
pour les personnages gris. Parce que Gabriel, personnellement, je serais pas trop pote avec lui. Hein, il est un peu... il est un peu chiant. Hein. On va dire ça... non, j'allais dire, on va dire ça poliment, mais non, ce n'est pas poli, mais il est un peu... Mais il y a toujours des... Il fait de magnifiques personnages, il y a toujours des retournements de situation qu'on ne voit pas forcément venir. Bon, c'est moi, il y a un truc que j'ai vu venir, mais ça n'enlève rien au petit drama qui peut se passer. Mais 950 pages. Et il n'a pas fini son histoire. C'est ça le pire, c'est qu'il a 950 pages. Là, il a juste raconté son histoire pendant une nuit. Donc j'imagine que dans le deuxième tome, c'est la deuxième nuit. Ah, c'est... j'ai le deuxième tome parce que je l'ai acheté au moment où il est sorti, parce que j'étais persuadée que ce livre allait me plaire, mais je ne sais pas. Par contre, ce qui est cool, alors je sais pas si c'est que dans le hardback ou non, il y a des illustrations qui sont... mais maman mia, c'est magnifique. J'essaie de vous en trouver. Vous avez de très belles illustrations à l'intérieur. Encore une fois, je ne sais pas si c'est que dans le hardback ou non, mais non, ça donne un peu une petite plus-value. Ouais, en plus. Il est dédicacé. Il est dédicacé. Bref, je me calme. Donc, je vais lire cette année le tome 2, où je vais attendre que le tome 3 soit annoncé, parce que bon, il a fallu attendre 2 ans pour avoir le tome 2, et vu que j'ai une mémoire de petite Dory, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, parce que c'est aussi une bricasse. Bref, faites-vous votre avis. Alors, ce n'est pas de la fantasy pour les amateurs, hein. Non, non, là, faut bien s'accrocher, faut être bien motivé pour lire tout ça. Mais en tout cas, voilà, passer le premier tiers, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, alors, premier tiers, quand même, c'est à peu près 200 pages. Hein, donc, il faut s'accrocher les 200 premières pages. En plus, il y a différentes parties. Enfin, il y a combien de parties? Il y a... livre 5. Il y a 6 parties en tout dans le livre. Donc, faites-vous votre avis. Moi, je n'ai pas encore d'avis dessus. En fait, l'histoire m'a tellement frustrée au début. Il m'a tellement perturbée que je n'arrive pas à savoir mes sentiments pour elle. Waouh! Ah non, là c'était violent par contre. Le soleil qui apparaît d'un seul coup. Ouh! Alors ici, c'est pas la mort du jour, c'est sûr. Pour le deuxième livre, il s'agit d'un sort si noir et éternel de Brigitte Kéméraire, paru aux éditions Rajo, que j'ai pu lire grâce à NetGalley, qui est en gros qui est un site où si vous êtes des professionnels de l'éducation ou du livre, vous pouvez demander aux éditeurs des services presse, enfin services presse, des e-books, on va dire des e-books, et les lire ou les écouter un peu en avance. Donc j'ai eu la chance d'écouter en audible du coup ce livre, qui est assez vieux, hein, parce que le temps que je m'y mette, les 3 tomes sont sortis, et en plus ils sont sortis en poche. Alors j'ai un doute pour le tome 3, je ne sais pas s'il est sorti en poche encore, je crois que oui. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, pour commencer, commençons par le début, hein. Un sort si noir et éternel est une réécriture de La Belle et la Bête. Nous allons suivre Harper, qui est une jeune fille de 17 ans, qui va se faire kidnapper dans sa ville américaine, je ne sais plus laquelle c'est, par un mec sorti d'une part qui était en train d'embarquer une autre fille, et elle a voulu s'interposer. Du coup, c'est elle qui l'a embarquée. Elle va se retrouver dans un château enchanté où il y a le commandant qui l'a kidnappé, Grey, et un prince un peu ténébreux, Reine. Elle va découvrir qu'ils ne sont plus que 2 dans le château, qu'un monstre a décimé tous les gens à l'intérieur. Le peuple pense que la famille est partie, ils n'ont pas trop de nouvelles depuis 4-5 ans. Mais pour Ren et Grey, en gros, eux, ils sont maudits. Enfin, c'est son Ren qui est maudit. Et Ren est obligée de revivre pendant chaque automne. Et si à la fin de chaque automne, il n'a pas trouvé l'amour, et ben c'est lui qui se transforme en monstre. Et c'est lui, en fait, qui a buté tout le monde. Donc ça paraît assez simpliste, assez cliché. Mais ça va,
je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Alors peut-être le fait de l'avoir écouté en audio a beaucoup aidé puisque j'avais la voix de Harper et j'avais aussi la voix de Ren. On a les deux points de vue. Harper, elle a un peu ce petit côté... Vous savez, le côté un petit peu agaçant des héroïnes, un peu badass qui se laisse pas faire. Moi, ça commence un peu à m'agacer, ce genre de personnage. Alors, je me suis un peu attachée à elle. En plus, ce qui était assez original, c'est que Harper elle a un handicap. Il me semble qu'elle boite, mais c'était pourquoi déjà? Parce que... Je vais vous dire une bêtise, je vais vérifier. Alors, je crois que c'était elle souffrait de paralysie cérébrale qui fait que elle boite d'une jambe, enfin, elle a du mal sur une de ses jambes. Je suis désolée, je sais plus exactement ce qu'elle a. Donc je trouvais ça très intéressant. Mais voilà, ce petit côté rentre dedans, qui se laisse pas faire. Alors c'est bien, hein, c'est très bien, mais les jeunes filles comme ça. Mais j'ai l'impression que dans la fantasy, c'est tout le temps comme ça. Un peu sarcastique, un peu... Vous savez qu'il y a toujours le dernier mot, qui arrive toujours à trouver une réplique cinglante. Mais moi, perso... Enfin, les répliques cinglantes, je les trouve dans la douche 3 heures après. Hein. Je ne sais pas comment font ces héroïnes pour être autant au taquet. Ça perd un peu de réalisme, je trouve, à chaque fois. Mais ça, c'est un avis personnel. En tout cas, voilà, j'ai pas de problème avec Harper. Hein, c'est juste que c'est ce type de personnage qui m'agace. Ren, c'est un peu le cliché du prince un peu ténébreux qui, finalement, n'est pas si méchant que ça, n'est pas si froid que ça. Mais ça, je sais pas ce qui fait que ça a marché. Il y avait ces petits trucs, il y avait un peu d'inclusivité, il y avait un peu de... Il y avait plein de choses, des petits trucs à droite à gauche qui faisaient tout de même que je me suis accrochée à mon écoute, à ma lecture. Et surtout, c'est la fin qui a fait que je suis en mode... Ah, j'aimerais bien lire la suite parce que il y a une révélation genre dans l'épilogue, mais c'est le genre de révélation que j'adore, qui font partie des thématiques et des tropes que je kiffe, ah là là. Du coup, peut-être que je me prendrai la suite. Ah oui, d'ailleurs, rien à voir, enfin, d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'audio, c'est que, oh c'est un spoil sur un spoil, c'est quand Ren est en mode monstre, et en fait c'est le chapitre qui s'appelle Monstre, et en audio, il y a un monstre qui nous crie dans les oreilles avec une grosse voix et tout, c'était trop bien. La première fois ça m'a surprise, hein. J'ai failli faire un petit un petit dérapage sur la route, mais c'était assez cool. Non, c'était une lecture cliché dans le fantasy, mais qui fonctionne. Voilà, c'est... Et avec une petite touche à la fin qui fait que on a quand même envie de savoir ce qui va se passer. Là, contrairement à l'Empire du Vampire, ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de la fantasy, allez-y, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de descriptions. C'était cool, il n'y avait pas beaucoup de descriptions, mais on sentait quand même l'ambiance. Et j'adore ça, j'adore quand il y a très peu de mots et qu'on sent l'ambiance générale. Moi, perso, ça me suffit. Voilà, petite vidéo rapide, hein, j'ai pas beaucoup lu, je vais essayer de me rattraper pendant le mois d'avril. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!